Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver pour cet épisode de Business and Leaders. Aujourd'hui, j'ai un plaisir véritable de recevoir Hamza Qbej, directeur général du groupe éponyme. Aujourd'hui, un groupe qui a contribué à l'histoire du Maroc sous plusieurs formes et en particulier celle de façonner le paysage d'infrastructures marocaines. On en parlera certainement tout à l'heure. Hamza, bonjour. Bonjour Jamal. La première question est toujours la même. Qui est Hamza ? Alors, Hamza Qbej est un jeune Marocain avec un parcours au départ assez classique mais qui a été un peu innovant. Je suis né à Casablanca, j'ai grandi à Casablanca, j'ai fait mon lycée au lycée Lyautey de façon donc, jusque-là assez classique. À 17 ans est arrivée la question de dire où je vais. J'étais dans cette famille de bâtisseurs, d'entrepreneurs où la culture des chantiers faisait partie unanime de mon quotidien. Et contrairement à mes frères et sœurs, j'ai très tôt su que je voulais faire ce métier. Donc j'ai traîné sur les chantiers très jeune. J'accompagnais mon père un peu dans tout le Maroc, et pour chasser et pour voir les chantiers. Donc on avait ces deux passions communes qui nous ont fait un peu vadrouiller dans le Maroc ensemble. Et puis à 17 ans, s'est posé la question du parcours classique, une fois que j'ai eu mon bac, d'aller faire prépa. Donc j'étais inscrit pour aller faire prépa à Clermont-Ferrand, pas très sexy. Et mon père avait travaillé à l'époque, il avait construit un aéroport aux Émirats, à l'Ain. Il avait côtoyé les ingénieurs anglais. Est arrivé à ce moment-là la question de dire mais pourquoi, il me dit pourquoi tu vas pas en Angleterre? Pourquoi est-ce que tu fais pas un parcours un peu différent? Pourquoi est-ce que tu vas pas à Londres ou en Angleterre faire l'ingénierie là-bas? Leurs ingénieurs raisonnent un peu différemment, ils ont une approche différente de notre métier, ça peut être complémentaire à ce qu'on sait faire. J'ai trouvé l'idée intéressante et donc j'ai décidé de partir à Londres. Et je suis parti à Londres faire mon génie civil à UCL. Au bout de 4 ans d'apprentissage et puis d'arrivée d'un système francophone dans ce système anglais, j'ai été parachuté directement dans des sujets très techniques, donc j'ai dû me mettre à niveau au niveau de l'anglais. Et puis j'ai découvert cette ville qui m'a beaucoup appris. Elle m'a appris l'ouverture, elle m'a appris une ville multiculturelle où j'ai connu des gens un peu du monde entier. Ça m'a ouvert cet état d'esprit, ça a fait un Hamza différent entre celui qui a grandi au Maroc et celui qui est passé par cette expérience, qui s'est beaucoup ouvert au monde, qui a compris que le monde était finalement plus petit que ce qu'on imaginait, qu'on pouvait rêver d'être un acteur international et sur le plan personnel et sur le plan du business. Donc cette ville m'a beaucoup apporté en ouverture. Diplôme d'ingénieur en poche, j'ai quand même décidé par moi-même de dire il faut quand même que je fasse un tour en France. Donc j'ai apply pour aller à l'école des ponts. Donc j'ai passé un concours, je me suis retrouvé en master, j'ai fait un MBA, un master au Pont et Chaussée. Et puis quand je termine, je me retrouve avec une offre d'emploi. La banque Merrill Lynch me propose un job pour retourner à Londres. Puis là, je suis dans ce questionnement. Est-ce que j'accepte? En fait, on est en 2003. Donc je me dis, c'est le moment où la finance, c'est un peu le sujet à la mode, les grandes banques se développent, les fonds d'investissement apparaissent. Ça m'excite un peu, mais en même temps, j'ai mon père de l'autre côté qui dit, mais écoute, on a besoin de toi. On avait un espèce de pacte moral de dire qu'il me payait mes études, mais qu'il fallait que je revienne rembourser, donc en travaillant pour l'entreprise. Et donc, j'ai fait le choix de rentrer au Maroc. Donc, j'ai fait le choix de rentrer au Maroc et de ne pas accepter ce job. Avec le temps, je me pose des fois la question de me dire qu'est-ce que ça aurait été mon parcours si j'avais d'abord fait de la finance avant de rentrer, mais je suis tout de suite rentré dans le vif du sujet. J'ai atterri au Maroc et je me suis retrouvé à Afourer, dans la montagne, pour construire un projet exceptionnel d'hydroélectricité en tant qu'ingénieur travaux. Donc, très vite, vraiment sur le terrain. Et j'étais convaincu qu'il fallait le faire. C'était pas quelque chose d'imposé, mais j'avais envie déjà de comprendre mon entreprise avec un œil éduqué, de comprendre les différents acteurs de cette entreprise. Donc j'ai habité à Fourer pendant pratiquement 2 ans. Alors ça changeait de Paris et de Londres, hein. C'était un vrai changement. Mais ça m'a énormément appris. Ça m'a appris sur le plan personnel de comprendre déjà mon entreprise, depuis les ouvriers, les chefs de chantier, les contremaîtres, les ingénieurs, les directions. En plus, c'était un projet intéressant parce qu'on travaillait avec Alstom. Donc, en même temps, on était partenaire d'une boîte très structurée.
qui avait aussi une approche du business peut-être avant-gardiste à l'époque, avec un projet extrêmement technique. On faisait beaucoup de galeries souterraines, il y avait des turbines, donc il y avait tout un aspect assez innovant à l'époque de projets EPC, c'est-à-dire avec de l'ingénierie, du procurement, une responsabilité de produire de l'énergie. Et cette expérience m'a beaucoup appris parce qu'elle m'a démontré que, j'avais compris, mais je ne savais pas, parce que j'arrivais en tant que jeune ingénieur, que GTM était à un niveau technique très élevé. Et dans mes échanges avec à l'époque, c'était EDF qui était maîtrise d'ouvrage, qui assistait l'ONE dans ce projet-là, je me rendais compte qu'on avait des gens qui étaient vraiment calés, qui étaient capables de relever des grands challenges, qui n'avaient rien à envier aux grandes boîtes européennes dans lesquelles j'avais fait pas mal de stages à l'époque où j'étais étudiant. Et donc, ça m'a donné envie ça a confirmé mon envie de participer à cette aventure, à l'aventure SGTM. C'est excellent. Juste pour revenir à cette aventure, comment tu pourrais qualifier l'héritage Cabage du père et de l'oncle aujourd'hui? Alors cet héritage, il est fort. C'est un héritage fait de beaucoup de rigueur, beaucoup d'exigences vis-à-vis de soi-même. Mais à partir du moment où on est exigeant vis-à-vis de soi-même, on est exigeant vis-à-vis des autres. Le kelma, j'aime bien ce mot. C'est un mot très fort de notre culture marocaine et qui existe chez l'héritage Cabage, et aussi le courage. C'est une famille, comme je disais, de bâtisseurs. Donc mon père et mon oncle, qui sont les fondateurs des GTM, et des fondateurs d'une nouvelle génération. C'est les premières générations d'ingénieurs de grandes écoles françaises qui sont rentrés. Parce que notre secteur d'activité, j'ai envie de dire pré-SGTM, était dominé soit par des très grosses boîtes françaises, soit par des boîtes marocaines, mais plutôt de tâcherons qui ont grandi par la force des choses. Mais il n'existait pas vraiment de boîte d'ingénieurs. Et mon père ayant fait les ponts et chaussées, mon oncle ayant fait le STP, sont arrivés dès le départ avec cette ambition d'apporter du savoir-faire et de faire une boîte très technique, qui n'avait pas peur d'aller challenger les Français sur des sujets techniques comme les barrages, comme les ouvrages d'art. Et donc cette rigueur et cette climat a fait dès le départ, dans l'héritage familial et l'héritage de la boîte des GTM, une grande différence de dire quand on s'engage, on va jusqu'au bout, et on a le courage de s'engager sur des choses très complexes. C'est-à-dire on n'a jamais eu peur de s'aventurer dans des projets qui étaient techniquement peut-être extrêmement challenging par rapport à la taille de l'entreprise, par rapport à sa maturité, mais de s'inventer et d'être de véritables ingénieurs et de résoudre nos problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentaient pour jamais décevoir et être à la hauteur de la confiance que donnaient nos clients. Alors, est-ce que je reviens aux frères Cabage, parce que quand même, c'est des gens qui ont marqué non seulement l'industrie même du BTP, mais l'histoire économique marocaine. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'ils ont posé les bases de la souveraineté, justement, technologique, du savoir-faire? Parce qu'en t'écoutant, en disant qu'on n'a pas eu peur du challenge, même quand on ne sait pas faire, on y est allé et on a fait. Est-ce que la souveraineté n'est pas née de là aussi? Alors, je pense que la souveraineté de l'entreprise, elle est née évidemment de cette volonté de faire et de ne pas avoir peur, et d'être courageux dans les challenges, parce qu'une entreprise, elle passe par des moments compliqués, des moments de tension, qu'elles soient financières ou techniques ou autres. Mais c'est des gens qui ont toujours été dans le détail. C'est des gens qui n'ont pas délégué d'une certaine façon les challenges techniques à des bureaux d'études ou à des externes. C'est des choses qui ont été traitées en interne, et on était capable de résoudre une problématique depuis son étude à la mise en place des moyens qu'il fallait pour la résoudre, à la motivation des troupes et à être sur le terrain réellement présent. Que ce soit mon père ou mon oncle, c'est des gens qui ont été présents sur le chantier. Mon père était sur les chantiers dans son bureau jusqu'au jour de sa mort, il y a quelques années, et je lui rends hommage aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un qui a laissé une emprise énorme sur le pays, sur l'entreprise et sur nous, ses enfants, ses collaborateurs. Et mon oncle, qui aujourd'hui est encore actif, continue aujourd'hui à être présent sur les chantiers, à relever les défis, à se pencher sur les problématiques. Et je pense que cette exigence vis-à-vis de soi-même que je disais tout à l'heure, elle a été un moteur à établir cette marque SGTM, cette marque Cabage dans la construction, de rigueur et de passion du métier. C'est-à-dire que... Alors, comment le jeune Hamza, avec une culture internationale, londonienne, française ou autre, s'est intégré dans ces dispositifs des Cabage, des deux frères,
sans, entre guillemets, sans créer un clash générationnel? Est-ce qu'il y a eu un clash générationnel? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, j'ai envie de dire, je reviens un peu à mon histoire. J'ai eu la chance d'avoir un parcours personnel dans ma relation avec mon père de grande proximité. C'est-à-dire qu'on partageait des passions communes. Qui sont? Alors, je parlais de la chasse, de la pêche, de la cuisine. On est cuisinier dans la famille. Génial. Donc, l'amour de l'architecture, l'amour des belles choses, l'amour de l'art. Donc, on a vécu les grands voyages, l'aventure. Donc, on a vécu une relation de proximité déjà, d'une vraie relation de copains. Je pense déjà quand il y a une relation qui est forte au niveau personnel, la relation professionnelle s'inscrit de façon beaucoup plus naturelle et plus facile. Deux, je pense qu'en arrivant, je ne suis pas arrivé avec cette, comme on voit souvent, des nouvelles générations qui veulent absolument tout chambouler. J'ai compris qu'il y avait un héritage qui était fort, qu'il y avait des valeurs et une ADN très forte, qu'il fallait d'abord la comprendre et s'approprier. Donc j'ai été d'abord dans une phase de compréhension et de réception. J'ai eu la chance d'avoir deux mentors très forts, mon père et mon oncle, avec deux styles managériels différents, déjà dans la fratrie, complémentaires mais différents. Donc j'ai beaucoup appris de l'un et de l'autre. J'ai compris les valeurs et l'ADN de notre entreprise. Et puis une fois que je l'ai comprise, j'ai pu commencer petit à petit, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de sagesse, à porter ma touche, à porter ma main dans l'édifice, avec une modernisation de certains process, avec une montée en puissance au niveau de certaines choses qui n'étaient pas forcément dans leur agenda ou même de leur génération, en apportant de l'innovation sur des process comme la finance, comme les certifications qualité, comme la volonté de croître à l'international, certaines diversifications stratégiques. Et j'ai eu la chance d'être écouté parce que j'avais aussi fait mes preuves. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir la légitimité pour être écouté. Donc, il n'y a pas eu de clash générationnel, pour être très honnête avec toi. Il y a eu une grande confiance qui s'est établie, il y a eu un grand respect de l'histoire. Et puis, une fois que les preuves et que les résultats commencent à se faire voir, une ouverture à mes propositions. Très bien. Comment on pourrait qualifier la touche Hamza aujourd'hui? Alors, la touche aujourd'hui ou la touche il y a quelques années? Aujourd'hui. À date d'aujourd'hui. Donc, ma touche aujourd'hui, elle est arrivée sur plusieurs volets. Je pense que j'ai été porteur de l'internationalisation des GTM, même si elle avait été initiée d'abord par mon père et mon oncle, parce que, comme je disais tout à l'heure, dans les années 90, ils ont été aux Émirats, ce qui était complètement nouveau. Et ensuite, on s'est reconcentré sur le Maroc, parce que le Maroc a vécu une période d'évolution où il y avait besoin que les entreprises soient là et présentes et que le marché local suffisait à la croissance. Et en 2005, est arrivée l'opportunité d'aller en Afrique. Donc on a commencé par aller au Burkina Faso pour faire un barrage dans une joint venture avec une entreprise locale. Et ce goût, j'ai très vite pris ce goût à l'Afrique, à l'export et à l'Afrique, de se retrouver. Et c'était peut-être un terrain où je pouvais m'exprimer parce que l'ADN des GTM, il fallait la transposer, mais en même temps innover parce qu'on allait dans des pays nouveaux. Donc je me suis retrouvé très vite en Côte d'Ivoire, à monter à GTM Côte d'Ivoire. Et donc il fallait inventer, tout en gardant l'ADN des GTM, un GTM dans des pays à chaque fois individuels. Et beaucoup de gens pensent que l'Afrique est similaire, mais je vais vous dire, chacun de ces pays a ses spécificités. Donc il fallait à chaque fois créer un GTM adapté à l'environnement dans lequel on allait. Et je pense que c'est là-dedans où j'ai apporté une certaine façon, un certain dynamisme dans l'entreprise, cette ouverture à l'export, au développement. Je pense que sur l'autre sujet où j'ai été un acteur important dans l'entreprise, c'est dans le développement de tout ce qui est projet industriel et le rapport au groupe OCP et à l'ensemble de son écosystème. C'est un écosystème qui était anglophone. Donc, naturellement, je me suis aussi inscrit dans ce périmètre-là très tôt. Et j'y ai vu une façon de faire évoluer l'entreprise dans des métiers très innovants où on allait plus loin que le génie civil ou que le béton ou la structure qui était dans notre ADN classique. Et de se dire, GTM peut devenir un acteur qui est capable d'intégrer des process industriels, qui est capable d'intégrer des métiers nouveaux, qui est capable de s'inscrire dans le développement de ce groupe qui allait très vite, mais de dire on peut être un des acteurs principaux qui accompagne ce groupe.
Enfin, donc ça, c'est sur la partie métier. Je pense que là où je peux aussi avoir innové un petit peu dans la gestion du groupe, c'est dans les process managériels. Je suis quelqu'un qui est passionné de l'être humain en général. Je pense qu'on apprend de nos rencontres, qu'on apprend de nos collaborateurs, qu'on apprend de nos amis. Et par définition, le génie civil, c'est un peu comme l'armée. Il y a un peu des rangs, il y a un peu des ordres de commandement. Cette armée, il a fallu aussi la faire évoluer au fil du temps, au fil des générations, et intégrer des process managériels sur le plan humain, qui intégrait un peu plus les ressources dans la gestion de l'entreprise, dans les décisions importantes, qu'elles soient stratégiques ou qu'elles soient opérationnelles. Et je pense que j'ai été un peu un trait d'union entre l'ancienne génération et nos ressources pour créer ce niveau d'intégration et de dynamisme qui permettait à tout le monde de s'exprimer dans l'entreprise. Très bien. Je vais revenir là sur la dimension capital humain tout à l'heure. Une autre question, on peut considérer que le groupe Cabage est un groupe familial. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle l'industrie des business family. D'après toi et d'après ta lecture et ton retour d'expérience, quels sont les enjeux aujourd'hui des groupes familiaux pour pouvoir adresser l'avenir en termes de culture, en termes de management, en termes de transmission, etc. En 3-4 points, comment tu pourrais résumer les enjeux du business family ? Alors, le family business, et c'est pas une spécificité marocaine, hein. Aujourd'hui, on va dire déjà le bassin méditerranéen a été un nid et une source d'énormes groupes qui sont à la base des groupes familiaux, qui ont pu devenir des vrais mastodontes. Et je pense que trop souvent, on a pensé que family business, ça voulait dire quelque chose de négatif ou de risqué ou de dangereux, parce qu'on n'en a pas compris les fondamentaux qui ont fait ces groupes-là leur puissance. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, le point de départ, c'est la compréhension de l'héritage. C'est un jeune qui arrive dans un groupe, il doit se poser les bonnes questions, de dire si le groupe en est là où il est, c'est qu'il a quand même fait certaines choses correctement. Et en intégrer ces valeurs pour que ça devienne une fondation ou un pilier à l'évolution. Le deuxième challenge, c'est de dire comment est-ce que cette transmission, parce qu'on parle souvent de transmission, et la transmission, elle passe par l'établissement d'un rapport de confiance entre les fondateurs de la génération 1 et la génération 2, ou des fois c'est même sur plusieurs générations. La confiance, elle est liée aussi à la méritocratie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour transmettre quelque chose, il faut qu'on s'assure que la personne qui reçoit, qui en est le garant, parce qu'in fine, tout ça, on n'est que garant finalement d'une entreprise pendant une période et on est là pour la transmettre. Il faut en être capable. Il faut en être capable et ça passe par certaines étapes clés d'intégration, de formation, de mise en situation pour s'assurer que la personne qui est aux commandes est capable de mener à bon port ce bateau. 3, c'est l'intégration des ressources. Donc, aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a une compétitivité énorme entre les groupes, et puis les gens ont le choix, finalement, de dire est-ce que je vais dans un groupe familial ou est-ce que je vais dans une multinationale. Et c'est souvent la question que j'ai quand je recrute des high potential, c'est d'être convaincant qu'un groupe familial peut aussi donner une liberté d'expression. C'est-à-dire que le fait d'être actionnaire principal et dirigeant ne veut pas dire qu'on va forcément être fermé à la collaboration, à des décisions partagées, à des idées nouvelles, à de l'innovation. Et qu'en même temps, cette force du fait d'être un groupe familial, on doit en prendre les ingrédients qui font de ces groupes familiaux des leaders, mais on doit aussi leur apporter tout ce qui fait la diminution du risque lié à la genèse même du groupe familial. Et ce qui se passe souvent, c'est que des fois, ces groupes familiaux sont tellement concentrés dans la production ou dans le métier de base qu'ils oublient de s'entourer de tout ce qui est support, de tout ce qui est novateur. Et c'est ce qui permet, in fine, 1, de passer le cap de la pérennité, et 2, de grandir et de devenir plus performant. Et ta lecture objective, Hamza, est-ce que tu penses que le family business au Maroc, cette fois-ci, a compris justement cet enjeu de ne plus se focaliser uniquement sur le bas du PNL, mais de préparer l'avenir en élargissant justement
la culture, les profils différents, la diversité, et d'accueillir tout ça dans une dynamique nouvelle. Est-ce que tu penses qu'on a la maturité aujourd'hui pour, ou est-ce qu'on a encore un peu de travail à faire? Je vais vous dire honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait une seule réponse à cette question. Oui. Il y a plusieurs groupes différents. Beaucoup de groupes ont compris, se sont même fait accompagner. Aujourd'hui, il y a des consultants spécialisés dans la transmission familiale. Il y a des groupes de travail, des associations qui permettent de travailler là-dessus. Je pense que les gens qui se posent les questions de façon honnête et qui sont prêts à affronter cette réalité passent le cap et y arrivent parfaitement. Il y a une deuxième nature d'entreprise où ils ouvrent le capital à un fonds et puis généralement les fonds d'investissement rentrent en apportant cette dynamique et leur permettent de traverser l'épreuve du temps. Puis il y a ceux qui ne se posent pas du tout la question et qui soit stagnent dans un niveau de PME et survivent, soit ils disparaissent. Et je pense que ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la façon dont vous allez chercher les hypos, etc., la question c'est quelle est l'histoire que tu racontes à un talent que tu veux recruter aujourd'hui pour qu'il ait envie de venir à SGTM? C'est une bonne question parce que c'est un sujet qui est récurrent. Et en plus, on est aujourd'hui, ce n'est pas un secret, on est dans un métier où il y a une surchauffe, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup à l'échelle de tout le pays, mais à l'échelle du continent. Et on est même en compétition où certains groupes internationaux viennent recruter au Maroc des potentiels pour les amener dans d'autres pays. Et je pense que ce qu'on offre chez SGTM à ces recrues, je vais parler d'abord des ingénieurs qui sont sur les chantiers, c'est qu'ils ne seront pas mis dans une case. Et c'est ce que je leur explique, c'est qu'aujourd'hui, je dis souvent, un ingénieur SGTM, ça devient un couteau suisse. C'est un ingénieur qui est capable de s'adapter à une diversité de projets. On est un des rares acteurs à l'échelle africaine et peut-être même dans le monde d'être un vrai multispécialiste, où on est sur les chaînes de valeur des ports, des barrages, des aéroports, des bâtiments, de l'industriel. Et donc nos ingénieurs étant exposés à cette diversité de projets en deviennent des couteaux suisses. Et ça, c'est une grande différence avec le secteur, où généralement, on va prendre quelqu'un, on va très vite le spécialiser dans une micro-tâche. La deuxième, c'est on est capable d'une évolution très rapide. C'est-à-dire, contrairement à des multinationales où il y a une segmentation, où avant de devenir directeur de projet, il faut passer 15 ans, il arrive, quand on est bon chez SGTM, qu'au bout de 7-8 ans, on soit patron de très grands projets. Et avec une vraie transmission de décisionnel. C'est-à-dire que l'ADN familial d'être au front, elle est transmise aussi aux ingénieurs, donc ils ont une grande capacité à évoluer vite et à être de véritables patrons et de véritables entrepreneurs. Et je pense que c'est ça qui est attractif finalement chez nous. Quand Hamza Kabbaj parle avec son oncle aujourd'hui autour d'un café ou d'un déjeuner, quelle lecture ils ont de l'évolution du Maroc aujourd'hui? Qu'est-ce que vous vous dites par rapport à ce qu'eux ont vécu, ton père, l'Alhamo, et maintenant ton oncle qui est là et qui est encore présent, et toi, par rapport à ce que tu as pu apporter, ta lecture non seulement des travaux infrastructures du pays, mais globalement, comment cette discussion a lieu? Alors, je pense qu'il y a déjà une très grande fierté. Une très grande fierté parce qu'on a la chance d'être dans un métier qui est très concret. Vous savez, quand vous arrivez dans un bled où il n'y a absolument rien, qui souffre de pénurie d'eau, qui souffre de manque d'emploi, et qu'en quelques mois, vous transformez le paysage, vous apportez non seulement des solutions à court terme, mais des solutions à long terme, il y a un très grand sentiment de fierté. Et quand vous traversez le Maroc de Nador à Dakhla, parce qu'on est vraiment présent sur toute la géographie du pays, et dans une diversité énorme de typologies de projets, il y a déjà ce sentiment de fierté partagé qui est le même, quelle que soit la génération. Je pense que ce qu'on a vu évoluer, c'est le mindset. C'est le mindset de nos ressources. Et je pense que le grand challenge, c'est de dire comment est-ce qu'on continue à avoir cette même passion, cette même envie de bien faire qu'on a reçue, qu'on essaye de transmettre à des nouvelles générations qui ne réfléchissent pas forcément de la même façon, qui n'ont peut-être pas les mêmes ambitions, qui ne gèrent pas les mêmes enjeux. Et je pense que un des grands challenges, c'est de traduire cet ADN, de traduire cette façon de faire pour qu'elle soit lisible, acceptable et complètement intégrée dans les nouvelles générations
de Marocains, d'ingénieurs, même d'ouvriers, et de vivre avec son temps plutôt que d'essayer d'être en opposition. Et c'est là où on a souvent des grandes réflexions ensemble, de dire comment est-ce qu'on fait pour que ça perdure et que ce mindset-là, qui a fait notre force, continue malgré l'évolution des mentalités. SGTM, c'est combien de personnes aujourd'hui 25 000. réparties sur le territoire national? Répartis sur le territoire national, 22 000 et 3 000 en Afrique de l'Ouest. Donc, grosso modo, si on dit 25 000 salariés qui font vivre 3-4 personnes, c'est une communauté de 100 000 personnes, quoi. À peu près. C'est ça? Tout à fait. Que fait le groupe Kabaj pour fidéliser justement ces 25 000 personnes? Tu disais, pour certains, l'évolution peut arriver trop vite, mais plus largement, c'est la diversité des projets. Quel est encore une fois l'ingrédient qui fait que l'héritage des Kabaj continue sur le plan de la culture d'entreprise? Très bien. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on a cette culture d'entrepreneuriat. Et je pense qu'un homme a besoin, dans notre métier pour réussir, d'avoir cette fibre d'entrepreneur. Il ne faut pas la lui couper. Donc, là, je parle des directeurs de projet, des directeurs de pôle, des DGD que nous avons. On les laisse s'exprimer sur le plan entrepreneurial. Donc, quelqu'un qui a une idée par rapport à une évolution dans l'entreprise, par rapport à une façon de structurer un projet, il y a un terrain d'expression et d'écoute, toujours cadré quand même par une vision des fondateurs ou des actionnaires, mais on ne coupe pas les ailes aux gens dans leur volonté d'être entrepreneurs. Je pense que la deuxième chose, c'est un sentiment de famille. Aujourd'hui, ces 25 000 personnes ont un véritable sentiment d'appartenir à une famille. Une famille, c'est quoi? C'est la protection, c'est de se sentir protégé quand on a des problèmes de santé, quand on a des problèmes de famille, quand on a des problèmes... On sait qu'on a une famille qui est là pour prendre en charge. Je pense que ça, c'est un sentiment qui est très fort chez SGTM. Le moindre ouvrier, c'est qu'en cas de véritable problème, il aura accès à un des patrons pour l'écouter et lui apporter une solution. Je pense que ça crée un cordon ombilical très fort et ça crée une certaine ADN dans l'entreprise dans laquelle les gens se sentent protégés. Une famille, c'est aussi l'évolution. C'est-à-dire que, et ça, je pense qu'on peut être très fier, depuis sa fondation, SGTM a toujours été dans le respect des droits des gens, de nos ouvriers, ce qui n'est pas toujours le cas dans notre secteur. Ça, je pense que vous le savez. Depuis sa fondation, SGTM a été et s'est fait fort de toujours être dans le respect des droits, leur CNSS, leur retraite, des choses qui semblent évidentes, mais qui ne sont pas toujours le cas. Je pense que le fait d'être dans cette dynamique-là, les ouvriers se sentent protégés et se sentent respectés. Enfin, on a une culture très forte du mérite et du partage de destin. C'est-à-dire qu'on crée indépendamment de la rémunération, parce qu'il faut revenir aux choses réelles, hein, les gens sont aussi là pour gagner leur vie, mais cette rémunération, indépendamment de la rémunération du salaire, on a des incentives très forts de performance et de production, et qui existent même à l'échelle des chefs de chantier, par exemple, où quand on met en place un objectif commun, on fait un partage de destin. Donc si on arrive à l'objectif et qu'il est bon pour l'entreprise, tu participeras à ce gain. Et ça crée aussi, encore une fois, un fort sentiment d'appartenance. Super. Parmi les défis que le monde connaît, il y a le fameux défi climatique et environnemental. L'industrie du BTP, elle est aussi dans l'obligation d'évoluer. Comment le groupe SGTM aujourd'hui tacle cette question de l'environnement? Est-ce que vous avez fait évoluer la production de vos matériaux, etc. Comment ça se passe? Alors, le point de l'environnement est un point qui a toujours existé dans le secteur des BTP. Parce que les ouvrages sur lesquels nous sommes amenés à travailler sont, par définition, ont un certain nombre d'impacts. Le Maroc a très tôt intégré dans ses lois l'obligation d'avoir une étude d'impact environnemental avant de construire quel que soit l'ouvrage. Ces études d'impact, en général, elles traitent de deux choses. Elles traitent de l'impact à terme, mais elles traitent aussi de l'impact pendant les phases de construction. Donc nous, c'est très cadré, hein, c'est très cadré, très normé. En réalité, on est très souvent dans des cahiers des charges extrêmement précis de ce qu'il faut mettre en place pour ne pas être en défaut par rapport aux études d'impact d'environnement. Donc ça, on va dire que ce côté-là, il est contractuel. Il y a un volet qui va au-dessus de ça, qui est un volet de RSE, et de se dire, intervenant dans ces environnements-là, comment est-ce
on peut nous, en tant qu'acteurs, apporter notre pierre à l'édifice. Et ça passe par une façon au niveau des énergies. Donc aujourd'hui, il y a sur chaque projet une réflexion de dire est-ce qu'on est capable d'apporter du renouvelable pendant les phases de projet, quand les chantiers sont une durée assez longue pour le faire. C'est ce qui a été fait par exemple sur le port de Dakhla, où pratiquement 50% de l'énergie qui est utilisée pour la construction du port est faite à partir d'énergie solaire. Le sujet de l'eau, donc le sujet de l'eau est aussi au centre de notre préoccupation aujourd'hui au Maroc. Typiquement, par exemple, sur le projet de Nador, 100% de l'eau qui est utilisée pour le projet est de l'eau dessalée qui a été faite par une centrale provisoirement montée par SGTM. Donc on essaie d'apporter une complémentarité aux exigences contractuelles. Donc ça, le souci est présent. Environnement. Il est présent, il est omniprésent. Je pense que ce qu'il faut, l'autre point, parce qu'on parle beaucoup d'environnement, mais l'environnement est aussi en rapport avec l'environnement social et les populations avec lesquelles on est amené à travailler. Il y a aujourd'hui, de façon transverse, sur tous les projets que nous faisons, une réflexion de dire, pendant qu'on est sur une zone, pendant qu'on est sur un projet, comment est-ce qu'on peut aider les populations? Et ça va au-delà de dire juste l'employabilité, parce qu'on emploie dans les bassins dans lesquels on va travailler, ça aussi c'est quelque chose qui est aujourd'hui quasiment automatique, mais on se pose des questions sur les accès, comment est-ce qu'on crée des routes pour les riverains et qu'on essaie, en faisant un projet qui est d'une taille et d'une grande envergure, on essaie d'apporter des solutions à des populations, à des villages enclavés. Donc généralement, on travaille sur l'accessibilité, sur l'accès à l'eau, et on se pose très souvent des questions sur les écoles et les installations sanitaires dans les zones sur lesquelles nous travaillons. On apporte beaucoup à l'ensemble des zones sur lesquelles nous travaillons. Donc ça, c'est la dimension RSE du groupe Cabage, c'est ça? Exact. Donc il y a une approche systématiquement autour des projets que vous menez. Autour des projets, comment est-ce qu'on laisse une empreinte qui n'est pas que le projet, mais qui améliore la vie des gens qui sont dans les bassins que nous. Et plus largement, est-ce qu'il y a des causes que le groupe SGTM, je dirais aujourd'hui, suit sur le plan de sa RSE? Est-ce qu'il y a des causes particulières, l'éducation, la culture Alors, l'éducation est au centre de notre action. Nous avons aujourd'hui, quelques exemples très, très parlants. Parler du séisme, mais le séisme a été un moment de mobilisation énorme où SGTM était un des premiers acteurs sur le front pour déblayer, pour rétablir les accès, pour aider les gens. Et dans ce cadre-là, typiquement, on est très fiers, on a participé, on a construit un orphelinat avec une école à Hamzmiz qui aujourd'hui accueille près de 300 enfants, avec une dame extraordinaire qui s'appelle Madame Jaïdi, qui est venue me voir affolée. Et dans un délai record, en 4 mois, on a pu construire cette installation et abriter ces enfants. On a été acteur d'écoles à Bouskoura, on a été acteur d'écoles dans le nord du Maroc, vers Nador. Donc c'est quelque chose où, dès qu'on est sollicité pour apporter notre pierre à l'édifice dans les centres ruraux où il y a besoin d'upgrader une école ou d'apporter une solution, on est au rendez-vous. Comment le citoyen Hamza, donc ça fait combien de temps que tu es rentré maintenant? Ça fait 22 ans. 22 ans. Quelle lecture tu as justement de ce voyage depuis 22 ans dans l'évolution du Maroc aujourd'hui et ses enjeux? Quelle est ta lecture aujourd'hui? Alors, il s'est passé beaucoup de choses. C'était 22 ans, on va dire, où le Maroc n'a pas dormi. Il y a eu une impulsion très forte. Et les infrastructures ont été un petit peu au cœur de ce nouveau Maroc et de cette nouvelle vision. Donc on a été embarqué dans cette vague, j'ai envie de dire. Maintenant, moi, en tant que personne, ce que j'ai vécu, c'est une perception très forte de l'évolution des acteurs de ce Maroc. C'est-à-dire que on est de plus en plus décomplexé face à l'évolution du marché. Je ne parle pas que des travaux publics ou du bâtiment, parce que je suis de par ailleurs très à l'écoute de ce qui se fait dans différents secteurs. Et on est passé d'un Maroc qui subissait un peu ce qui se passait, des grandes politiques, des grandes décisions,
a de plus en plus un Maroc où les gens peuvent en tout cas être actifs et être moteurs au changement. Et très souvent, les jeunes entrepreneurs ont l'impression que tout est bloquant, que la banque est bloquante, que les autorités sont bloquantes. Mais il y a quand même des contre-exemples de courage, parce qu'à un moment donné, il faut se lancer, qui ont pu démontrer que l'ascenseur existe encore, qu'il soit dans le cadre d'être employé, mais aussi dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et il y a quand même de très beaux exemples de ce Maroc nouveau qui réussit, qui permet de devenir des acteurs locaux importants, mais de devenir aussi des acteurs internationaux importants. Et je pense qu'on a très clairement, aujourd'hui, enlevé la peur. Enlever la peur de se jeter à l'eau, la peur d'entreprendre. Évidemment qu'il reste encore beaucoup de choses qu'on peut améliorer, qu'il reste encore beaucoup de choses qui pourraient aller mieux. Et en tout cas, ce que j'ai vécu, moi, sur les 20 dernières années, c'est la transformation de subir à devenir acteur, réellement. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis. Ce passage, en tout cas, vers le fait d'assumer aujourd'hui un savoir-faire et ne pas avoir peur et prendre des risques, comme tu le dis fort bien. En même temps, on a beaucoup travaillé le hardware dans notre pays, parce qu'en 25 ans, 27 ans, aujourd'hui, alhamdoulilah, on voit que beaucoup de choses se sont passées, bien évidemment. N'a-t-on pas oublié quand même plus largement le côté software, c'est-à-dire le capital humain, donc l'éducation, qui est un vrai sujet, puisque au-delà de l'actualité aujourd'hui qui est posée, tout le monde s'accorde à dire que nous avons raté que le coche avec l'éducation. Donc le software aujourd'hui, il nous manque aujourd'hui une nouvelle dynamique qui donne du sens. Toi, tu as la chance pour l'instant de pouvoir encore recruter, etc. Mais plus largement, on a une grosse difficulté, on a un taux de chômage important. Quelle est ta lecture justement par rapport à cet enjeu d'éducation ? Alors, par rapport au software, je pense qu'il a deux volets. On a trop souvent pensé que le software passait par le know-how, c'est-à-dire la connaissance des maths, de la physique, où le Maroc n'a rien à envier, on est d'excellents mathématiciens, on est d'excellents physiciens. Mais on vit dans un monde aujourd'hui où cette partie du software n'est plus suffisante. Et le savoir-être, savoir s'exprimer, savoir faire un rapport, savoir se comporter dans un groupe, savoir devenir leader, malheureusement, c'est des choses qui s'apprennent, mais qui ne s'héritent pas. Et ces choses. Et pour ce volet de l'apprentissage, c'est là où je pense qu'on a une énorme lacune. Et trop souvent, j'ai des jeunes ingénieurs qui peuvent être excellents techniciens, mais qui sont incapables d'évoluer dans un environnement où il faut un peu de leadership, où il faut un sens de la gestion commerciale, de la gestion client, de la gestion de ses équipes. Et donc, c'est là où il y a un très grand décalage. Je ne pense pas qu'on a un problème sur le savoir-faire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément en tout cas dans l'éducation supérieure. Alors peut-être que si on revient sur ce qu'on apprend au lycée, il y a évidemment un virage à prendre. L'introduction de l'anglais spontané dans cette nouvelle génération leur permet de s'ouvrir à beaucoup de choses. Je pense que là où il y a un vrai questionnement à avoir, c'est de dire comment est-ce qu'on fait de ces jeunes des gens capables de devenir de véritables acteurs de l'entrepreneuriat dans l'entreprise. Et comment est-ce qu'on leur apporte ce savoir-être qui vient de l'éducation à la maison, qui vient du civisme, parce qu'il y a aussi un sujet sur le civisme aujourd'hui qui est des fois un petit peu oublié, qui vient aussi par l'intégration relativement tôt dans le monde de l'entreprise pour comprendre ce qui est attendu. Et je pense que c'est sur ce volet-là qu'on a un petit peu un grand effort à apporter. Mais justement, est-ce que la révolution numérique n'a pas justement accéléré le fait d'adresser ce défi, puisqu'aujourd'hui, tu l'as dit, le know-how, on peut l'acquérir maintenant sans aucun problème. Maintenant, fabriquer des citoyens qui soient, entre guillemets, civiques, en capacité de s'exprimer, c'est sur le temps long. C'est-à-dire que ce sont des générations à fabriquer. Quelque part, on a un peu, peut-être, sacrifié déjà une génération. Qu'est-ce que tu en penses ? Sacrifier, je ne pense pas, mais je pense qu'aujourd'hui, comme tu le dis à juste titre, l'infrastructure, c'est palpable. Parce que le changement par l'infrastructure, c'est ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a démontré qu'on pouvait faire. Maintenant, le changement de la mentalité
Et la révolution de la façon de faire au niveau humain, elle est beaucoup plus longue, elle est plus pénible, elle est plus complexe. Est-ce qu'on a vraiment sacrifié cette génération? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on a aujourd'hui établi un landmark qui est capable d'accueillir et de tirer cette génération vers le haut. Maintenant, la digitalisation, elle est aussi, on est derrière un écran, on n'est pas forcément dans le réel. Et c'est peut-être cette exposition au monde réel il faut créer ce lien entre cette génération qui est très digitalisée, qui est très virtuelle, et les besoins du réel. Parce qu'on ne peut pas se cacher derrière un écran quand il s'agit de rentrer dans le monde de l'entreprise. On ne peut pas donner que du boulot digital. Il y a aussi du boulot réel. Nous, en tout cas dans notre métier, on a besoin de gens qui sont sur le terrain, qui sont dans l'action, et pas seulement derrière un écran. Alors, comment, dans un groupe comme celui de SGTM aujourd'hui, on gère, à 25 000 personnes, on gère l'intergénérationnel? Parce qu'aujourd'hui, imagine que votre pyramide des âges au niveau de l'entreprise, elle est assez variée. Où se trouve le ventre mou? Quelles sont les générations? Comment vous gérez ce côté transmission entre les générations, justement? J'ai envie de dire, il y a déjà 2 étages. Il y a la partie ouvrière, où la question ne se pose pas, parce que cette transmission générationnelle, elle se fait. Même si, alors on a vécu des périodes où la force ouvrière, il y avait des arbitrages entre l'agricole et le travaux publics ou le bâtiment. Dans le malheur des dernières années d'avoir des pénuries d'eau, la population ou la force ouvrière agricole s'est naturellement déversée vers notre secteur. Donc j'ai envie de dire, sur tout ce volet de main-d'œuvre et de force de frappe, le problème ne se pose pas vraiment, il se fait de façon assez naturelle. Le problème est plus dans la partie, dans le top de la pyramide, donc dans la partie management, agents de maîtrise, les cadres, les ingénieurs. On est un peu comme dans la médecine, où il y a un peu un cycle long. C'est-à-dire qu'un jeune ingénieur, il lui faut un minimum de 7 à 8 ans dans un environnement de travail encadré pour pouvoir arriver à des niveaux de direction et de prise de décision. Et donc, la façon dont on gère ça, c'est qu'on est, chaque année, dans les grandes écoles d'ingénieurs, on recrute entre 20 et 30 ingénieurs par école, donc Hassania, Mohammedia, essentiellement, qui sont mis dans l'entreprise en formation. Alors, on ne les garde pas tous, parce qu'il y a beaucoup de déperditions entre ceux qui décident que finalement, le génie civil, c'est pas ce qui leur plaît, qui préfèrent aller à la banque, ceux qui ne sont pas finalement mobiles à l'échelle du Maroc, etc. Donc, sur les 20-30 qu'on prend par école par année, on doit en garder au bout de 4-5 ans à peu près 15 à 20%. D'accord. Et c'est ceux-là qui créent le socle des GTM et qui sont aujourd'hui des produits maison qui très vite arrivent à des postes de direction de travaux, direction de projet. Autre question, il y a aussi beaucoup de jeunes qui nous regardent. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui est en train de nous regarder, qui pourrait se poser la question en disant, mais ça c'est bien, mais moi aujourd'hui je suis diplômé, j'arrive pas à trouver du travail, c'est difficile d'intégrer le monde professionnel. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme message pour l'encourager ou des conseils? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui? Alors on parle de gens qui sont déjà diplômés. Je crois qu'il faut décomplexer le choix des études avec le choix de vie et de parcours. Ça, les Américains l'ont compris très tôt et ont réussi très vite à enlever ce complexe de dire si j'ai étudié du droit, il faut absolument que je fasse du droit. Si j'ai étudié de l'économie, je suis enfermé à faire de l'économie. Et je pense qu'on est aujourd'hui dans un monde où on peut rebondir, on peut changer de parcours. À partir du moment où on a justement les soft skills et l'envie, on est capable de finalement relever tous les défis, qui soient de rentrer dans le monde de l'entreprise dans un secteur qui n'est pas forcément notre secteur de prédilection. Donc il faut aujourd'hui s'ouvrir un petit peu là où il y a un besoin, et il y a des besoins aujourd'hui énormes sur plusieurs secteurs où on a du mal à recruter, alors qu'on parle de diplômés chômeurs. Je pense que ça, et ça c'est une dualité. Les entreprises doivent s'ouvrir à dire je recrute des gens qui ne sont pas forcément formés dans mon secteur d'activité, et je leur mets en place un plan de formation pour les intégrer et les faire évoluer chez moi. Et l'ouverture aussi des récepteurs de cette démarche doivent aussi être ouverts à changer de métier et de parcours. Dans l'entrepreneuriat, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis souvent, prenez un secteur d'activité quel qu'il soit.
prenez des gens qui ont, parce que du savoir-faire, il y en a. Prenez demain des plombiers, des menuisiers, des électriciens, des gens qui savent faire le travail, vous les trouvez. Par contre, quelqu'un qui s'engage avec vous sur un délai, sur un prix, qui vous répond au téléphone régulièrement, c'est très rare. Donc un jeune entrepreneur, à partir du moment où il regroupe un savoir-faire, quel qu'il soit, et qu'il est capable de donner le climat, de s'engager, de répondre à son téléphone, réussira quel que soit le secteur dans lequel il ira. Je pense que cette notion de sérieux et de fiabilité est le moteur de tout entrepreneur. Je crois que tu nous plonges dans un changement de paradigme qui est de dire d'abord aux familles, acceptez que votre enfant ne fasse pas des études assez classiques, dès lors qu'il est passionné par quelque chose. L'entreprise, accepter de recruter des gens pour des postes différents de leur formation, à condition que le jeune lui-même diplômé, accepte de passer à autre chose, nonobstant la formation qu'il a faite. C'est le monde c'est nouveau dans lequel on est rentré. Effectivement, et j'ajouterai autre chose. Je pense qu'on a trop matraqué cette génération à leur dire il faut que tu sois passionné par ce que tu fais. C'est pas parce que je suis passionné de golf que je peux devenir golfeur professionnel. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de trouver à quoi tu es bon. Si tu peux être très bon dans quelque chose sans être passionné, tu pourras réussir. Parce qu'à partir du moment où tu vas parfaire ce skill, tu vas le maîtriser d'une certaine façon. Et des fois, on peut se tromper de parcours. On peut étudier quelque chose parce qu'on est embarqué dans un train à un moment donné. Il y a une mode de se mettre dans tel ou tel ou tel secteur. Mais il ne faut pas rester enfermé là-dedans. Il faut être un petit peu aventurier. Il faut se dire, j'ai peut-être fait une erreur, j'ai peut-être fait une expérience qui n'est pas facile. Il faut savoir rebondir. Il faut être ouvert à la formation. Il faut être prêt à même faire un certain nombre de stages d'initiation à certains métiers et trouver sa voie et trouver quelque chose dans lequel vous êtes bon, vous réussirez. Nous sommes presque à la fin. Déjà ? Ça passe vite. C'est rapide. Nous sommes arrivés à la rubrique à cœur ouvert où je vais te demander de choisir 3 questions au hasard. Tu vas me redonner les... Voilà. 1, 2 et 3. Tu vas me donner. Voilà. Tu as fait un tour de magie. Ouais, magie. Alors, si tu pouvais changer une chose dans notre modèle de société pour aider le Maroc à franchir un cap, ça serait quoi ? L'intégration des femmes dans le monde du travail. L'intégration. Je pense qu'aujourd'hui, il faut enlever ce complexe et cette notion qui est encore présente au Maroc. Je pense que élargir le monde du travail à plus de femmes dans l'entrepreneuriat, ça sera déjà un impact direct sur notre PIB. Et je pense que les femmes peuvent apporter énormément à notre pays. Et je pense qu'il faut absolument que notre génération travaille à enlever cette qui existe encore. Il ne faut pas croire aujourd'hui. Le taux d'activité des femmes au Maroc est à 17,5%, Voilà. Qui est une catastrophe. Je pense qu'il faut viser 50% au minimum. Oui, elle représente 50% de la société. Quel moment de ta vie a tout changé, sans que tu ne le saches sur le moment ? Je dirais la mort de mon père. Parce qu'on sait tous que ça va arriver. Mais perdre un père, c'est un moment extrêmement dur. Parce qu'on en a pu avoir la chance, comme je l'ai expliqué, d'avoir cette relation très particulière. Mais un père, c'est un protecteur, c'est un guide suprême, c'est un confident. Quand on se retrouve en première ligne et qu'on devient nous-mêmes le père non seulement de nos enfants, mais aussi de toute cette famille LGTM, c'est un moment qui change, il y a une bascule, il y a une prise de conscience. Magnifique. Si tu pouvais parler à l'enfant que tu étais, que lui dirais-tu aujourd'hui ? De jamais arrêter de rêver. Parce que le rêve est le point de départ de toute belle histoire. Je pense qu'un enfant rêve beaucoup et que ça reste le point de départ, in fine, de toute belle histoire, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit entrepreneuriale. Ça commence par un rêve, par une vision et qu'on transforme. Super. Moi, comme je suis l'intervieweur, entre guillemets, j'ai le droit à une question. Bien sûr. Je l'épuise au hasard. Quelle trace aimerais-tu laisser au-delà de ton métier ? Alors, c'est une excellente question parce que je suis par définition un être pluriel. La même passion que j'ai pour mon métier, je l'ai pour la musique, je l'ai pour l'art, je l'ai pour la cuisine. Et je pense que la création est pour moi importante. Dans l'acte de bâtir, on construit ce que les autres ont conçu. Dans les autres passions que j'ai dans la vie, j'ai cette partie de créateur.
Donc j'aimerais laisser derrière moi quelques créations, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient un moment, qu'elles soient un plat de cuisine. Alors justement, comme on est à l'heure du déjeuner, c'est quoi en tant que cuisinier, qu'est-ce que tu aimes cuisiner le plus? Écoute, alors ça, dans notre famille, on cuisine tout. Euh, on a vraiment une vraie passion pour cet art. Mais je vais dire, encore une fois, un plat, c'est une mémoire. Quand on cuisine quelque chose, c'est qu'on fait appel à une mémoire, à un moment. En fait, ce qu'on sert, c'est qu'on sert un moment de partage unique. Je veux dire qu'aujourd'hui, moi, la cuisine italienne, j'ai un attachement assez particulier parce qu'il y a cette convivialité, il y a le partage de ces grands plats de pâtes, etc., avec les copains, avec la famille, avec les enfants. Donc plutôt cuisine italienne. C'est une des choses que j'aime beaucoup faire, tout à fait. On est obligé de clore. Quel est le message que tu aimerais partager, qu'on n'a pas pu voir pendant cette conversation? Qu'est-ce que tu aimerais dire pour conclure ce podcast? Quelque chose d'important, c'est que derrière toute histoire, derrière tout homme ou toute femme, il y a aussi les gens qu'on ne voit pas. Il y a d'abord une famille, des frères et sœurs qui sont là en soutien, mes enfants, mon épouse, qui sont des soutiens extrêmement importants dans tout ce qu'on fait, mais aussi les hommes qui produisent, les hommes de l'ombre. Derrière toutes ces grandes entreprises, derrière toutes ces grandes histoires, il y a des milliers d'ouvriers qui sont loin de leur famille, qui sont au front, qui œuvrent à construire ce Maroc et qui ne sont pas toujours connus ou reconnus. Et on ne serait rien sans cette force, sans ce groupe, sans cette union. Et je pense qu'il faut savoir rendre hommage à l'ensemble des intervenants de tout ce qu'on fait dans la vie. Donc ce qu'on voit moins, il faut toujours être dans la reconnaissance. Merci beaucoup Hamza pour merci, ce moment agréable. Mesdames et messieurs, vous avez avec moi découvert Hamza Khabbaj, vous avez découvert un groupe, vous avez découvert une histoire, vous avez découvert une culture, vous avez aussi découvert les architectes de notre pays dans toute sa géographie, les grands travaux, mais surtout une idée derrière tout ça qui, en conclusion, vient d'être exprimée, à savoir que derrière toute entreprise, il y a des hommes et des femmes, il y a différentes cultures et différentes générations qu'il faut essayer de faire société ensemble. Et c'est ce qu'a partagé Hamza avec nous aujourd'hui. Donc à très bientôt pour un prochain épisode.